Que feriez-vous à ma place? J'avais 10 à 9 ans. L'âge où mes amis découvraient la vie sur les bancs de la fac. L'âge des amourettes innocentes entre camarades de promotion. Mais moi, j'étais à ma propre cérémonie de mariage, à la mairie. À côté de moi se tenait une femme qui avait 3 ans de plus que ma mère. Elle m'avait promis d'effacer toutes les dettes de ma famille si j'acceptais de l'épouser. J'ai hoché la tête. Ce n'était ni par amour, ni par ambition. C'était uniquement pour sauver ma famille, sur le point de se retrouver à la rue. Je pensais pouvoir endurer cela quelques années, en silence. Mais ce soir-là, la première nuit, en voyant ce qu'elle gardait dans le tiroir de la table de chevet, mon corps s'est pétrifié. Et j'ai compris pourquoi son précédent mari était mort. Je ne me souviens plus quel jour de la semaine c'était. Mais l'odeur de renfermé qui imprégnait la maison, l'air humide, et la morsure du vent glacial qui s'infiltrait par les fentes mal isolées de la fenêtre, tout cela est gravé dans ma mémoire. Mon père était étendu sur son lit en bois, sans un mouvement. Ses yeux sans expression étaient mi-clos, ses lèvres sèches et violacées. Ma mère était accroupie dans un coin de la cuisine. Son visage était d'une pâleur cadavéreuse après plusieurs nuits sans sommeil, et ses mains tremblaient si fort qu'elle n'arrivait même pas à ouvrir un simple sachet de soupe. Elle cassa un œuf à côté du bol, renversa le sel et fit brûler le fond de la casserole. Tout était un chaos, à l'image de son esprit. À ce moment-là, ma mère ne pleurait même plus à voix haute. Elle se contentait de respirer bruyamment, en marmonnant des paroles que je ne pouvais comprendre. J'étais en train de ramasser les reconnaissances de dettes éparpillées sur le sol quand un bruit violent retentit. La porte d'entrée venait d'être frappée à coups de pied. « Ouvrez, ouvrez cette porte », j'ai dit. « Si vous n'êtes pas dehors dans 3 secondes, j'appelle mes gars et on vous défonce la baraque. »« Hi !» La voix enragée d'une femme déchira le silence du soir. Avant même que j'aie pu me relever, la porte s'ouvrit à la volée. Le créancier, une femme du nom de Madame Martin, envoya une chaise en plastique valser d'un coup de pied. Elle percuta ma jambe avant de se renverser. « Je t'avais prévenu. Passé le délai, on ne discute plus. Tu rembourses tout, ou tu fais tes valises et tu dégages. » Ma mère se précipita et tomba presque à genoux pour la supplier. « Madame Martin, je vous en supplie, donnez-nous juste 1 semaine de plus. Notre fils va trouver l'argent, d'une manière ou d'une autre. 1 semaine, encore 1 semaine. Ça fait des mois que tu me mènes en bateau avec cette rengaine. » Je me plaçais devant ma mère et, d'une voix aussi calme que possible, je dis « Ma mère est souffrante et mon père est alité. Je m'occuperai de l'argent, mais s'il vous plaît, ne criez pas. » La femme me toisa de la tête aux pieds, un gamin au visage encore adolescent, qui sentait à peine le shampoing. Son regard était plein d'un mépris qui semblait dire « Et qu'est-ce que tu vas faire, toi ?» Sans un mot de plus, elle lança une dernière phrase avant de partir. Si l'argent n'est pas là demain soir, je commence par arracher la porte de ses gonds. Le claquement de ses talons résonna dans la cour. C'était comme si on scellait à jamais le cadenas de notre maison. Cette nuit-là, personne ne parla. Ma mère cassa 3 assiettes en faisant la vaisselle. On n'entendait que le bruit de l'eau qui coule, le couinement d'une souris et les faibles gémissements de douleur de mon père. C'est alors que la porte de la cour s'est ouverte. C'était mon oncle maternel, qui travaillait comme menuisier. « Léo est là ?» Je passai la tête par la porte. « Oui, pourquoi y tonton ?» Mon oncle me fixa longuement, puis demanda à ma mère d'aller se reposer. Une fois seul dans la pièce, il tira une chaise très lentement pour s'asseoir, le geste typique de quelqu'un qui s'apprête à dire quelque chose de très important. J'ai peut être une solution, mais écoute bien et réfléchis, ce n'est pas une voie facile. Je restai assis, silencieux. Il sortit un paquet de cigarettes de sa poche, hésita, puis le rangea sans en prendre une. « Tu vois Isabelle Moreau, la patronne de l'entreprise de matériaux de construction en ville? Son mari est mort il y a 2 ans. Elle est veuve. Elle a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, plusieurs maisons. Mais elle n'est plus toute jeune. Le truc, c'est qu'elle a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un de jeune à ses côtés. Pour parler franchement, elle a besoin de la vigueur d'un jeune homme. » Je fronçai les sourcils. Je ne comprenais pas où il voulait en venir. Mon oncle poursuivit. « L'autre jour, quand je faisais des travaux pour son entreprise, je lui ai parlé de notre situation. Elle m'a dit que si tu acceptais de l'épouser, elle réglerait non seulement nos dettes, mais aussi tous les frais médicaux de ton père. » Il me regarda lentement et ajouta « Et elle a promis de donner à ta mère une somme d'argent conséquente pour qu'elle puisse vivre confortablement le reste de ses jours. » Oh Jan, je baissai les yeux vers le sol où j'avais ramassé les reconnaissances de dettes tachées de sauce
Soja un peu plus tôt. C'est une blague, tonton? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Si je te dis ça, c'est parce que tu es jeune, tu as la force et tu peux endurer. Regarde. Ton père est cloué au lit depuis des années, et ta mère a le dos brisé, elle n'a plus la force de continuer. Mais je n'ai que 10 à 9 ans, tonton. 9 ans? Oui. Mais c'est l'âge où tu dois prendre la responsabilité de ta famille. Ton père n'a plus la force de porter ce fardeau. Ta mère ne compte plus que sur toi. Je ne répondis rien, et mon oncle n'ajouta rien. Sa main, lourde comme une pierre, se posa sur mon épaule, puis il se leva et partit. Cette nuit-là, je suis resté assis sur le perron. Une fine pluie me fouettait le visage. En t-shirt trempé, je contemplais la maison où reposait mon père et où se trouvait ma mère, ignorante du mariage qui m'attendait. Je suis resté là, à ne penser qu'à ces quelques mots, prendre le fardeau de mes parents. Et le lendemain matin, j'ai hoché la tête. Je m'imaginais qu'un mariage devait être un lieu rempli de fleurs fraîches et de rires. Mais au mien, il n'y avait pas une seule fleur, pas un seul ami. On n'y trouvait pas la moindre parcelle de joie. Seulement un silence étouffant et des regards insistants qui ne cachaient pas leur mépris. Je portais un costume de location un peu trop serré aux épaules. À mes côtés, Isabelle Moreau était tout autre. Une robe rouge flamboyante et moulante, une coiffure sophistiquée et un parfum entêtant, qui ne semblait pas particulièrement cher. Elle ne riait pas aux éclats, se contentant de relever légèrement les coins de sa bouche. C'était le sourire de quelqu'un qui a le monde entier dans le creux de sa main. J'entendais distinctement les murmures au rez-de-chaussée. Pas besoin de tendre l'oreille pour savoir. Regarde-moi ce gamin. Il vend sa jeunesse pour payer la vie de son père. Arling, mon Dieu, son ancien mari est mort dans leur chambre, paraît-il. Est-ce qu'il survivra, lui? Et la mère, elle n'a aucune honte. Regarde-la, assise au premier rang, l'air de rien. Je jetai un regard furtif vers ma mère. Elle ne se retourna pas, ne montra aucune réaction. Elle murmura simplement, si bas que seul moi pouvais l'entendre. « Mon fils, je t'en prie, vise bien. Ne me fais pas porter ce péché. » Tado. Elle ne pleurait pas, mais son regard en prononçant ces mots me serra le cœur. C'est à cet instant que j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Après un repas sobre qu'on pouvait à peine appeler une réception, j'ai été conduit par Isabelle Moreau dans ce qu'elle appelait « notre nouveau nid ». La chambre nuptiale, au premier étage, avait une lourde porte en bois massif et de la moquette au sol. Une odeur d'huile de citronnelle mêlée à celle d'encens embaumait la pièce, me donnant un léger vertige. Je restai planté au milieu de la chambre, ne sachant que faire. Je ne savais où mettre mes mains, ni mes pieds. Dehors, il faisait nuit, et la lumière tamisée et rougeâtre de la lampe de chevet semblait faire partie d'une mise en scène délibérée. Au bruit de la porte de la salle de bain qui s'ouvrait, je tournai la tête. Isabelle Moreau en sortit, vêtue d'un déshabillé de soie blanche, le vêtement, nonchalamment croisé, laissait entrevoir la ligne de son épaule. Elle avait retiré son maquillage chargé, mais son regard brillait toujours de cette assurance étrange. Une attitude sans la moindre hésitation, inhabituelle pour une femme qui venait d'épouser un garçon de 10 à 9 ans. « C'est la première fois? Tu es nerveux, on dirait. » Sa voix était légère comme le vent, mais pas douce pour autant. J'avalai ma salive et tentai de répondre d'une voix normale. « Je ne suis pas encore habituée. Ne t'inquiète pas, je vais t'habituer. » Elle sourit avec le naturel de quelqu'un qui a l'habitude de détendre les jeunes hommes maladroits. Avant que je puisse réagir, elle s'approcha du lit et ouvrit le petit tiroir de la table de chevet. J'entendis le déclic d'une serrure et, instinctivement, mon regard se porta dans cette direction. Je restai figé. Dans le tiroir se trouvait une boîte noire et brillante. Et lorsque cette boîte s'entr'ouvrit légèrement, je vis à l'intérieur toutes sortes de jouets pour adultes, impeccablement rangés, sans une trace de poussière, comme des objets d'exposition. J'en avais déjà vu sur Internet, entendu parler vaguement par des amis, mais voir cela de mes propres yeux, possédé par une femme plus âgée que je devais appeler mon épouse, le soir de ma nuit de noces. C'était un sentiment indescriptible. Il appelait ça ses jouets, dit-elle sans quitter la boîte des yeux. Moi, j'appelle ça la méthode pour qu'un homme ne parte jamais. Je ne pouvais plus dire un mot, ni faire un mouvement. Mes pieds semblaient collés à la moquette. Mon cœur se mit à battre la chamade. Pas de désir, de peur. Une peur concrète et tangible. J'avais l'impression d'avoir lu par accident ma propre condamnation à mort. Isabelle Moreau se releva.
En se penchant pour prendre quelque chose dans le tiroir du bas, son déshabillé glissa légèrement, et je vis sur son dos, de l'omoplate jusqu'à la colonne vertébrale, une longue cicatrice, fine et nette. Ce n'était ni une cicatrice d'accident, ni une coupure de couteau. C'était comme la trace laissée par une habitude, une obsession. Et sur son épaule gauche, un tatouage pâli par le temps. Des lettres calligraphiées en biais, brûler la vie, ne serait-ce qu'une nuit. Un frisson me parcourut. Je pensais que de telles phrases n'existaient que dans des chansons de variété démodées ou dans les catalogues de tatoueurs bas de gamme. Mais là, gravé sur la peau de la femme qui venait de m'appeler son mari, cela sonnait comme une déclaration. L'encre était fanée, mais sa signification s'imprimait profondément dans mon esprit. Je regardais alternativement le tatouage et les instruments qu'elle sortait de la boîte noire. À cet instant, pour la première fois, j'ai compris pourquoi son précédent mari n'avait jamais pu raconter son histoire. Isabelle Moreau s'approcha de moi. Une de ses mains se posa sur ma poitrine. Un contact léger, mais qui affirmait clairement son contrôle sur moi. À partir de maintenant, tu es à moi, tout comme l'acte de propriété de ta maison de famille est devenu le mien. Je n'osais pas la regarder en face. Cette nuit-là, après avoir accompli mon devoir, je ne pus trouver le sommeil. Je suis restée allongée sur le dos, les yeux grands ouverts, agrippant fermement les draps. La lumière tamisée projetait un halo sinistre au plafond, comme une lune voilée. Le lent grincement du ventilateur de plafond semblait compter chaque seconde dans cette pièce étouffante, pleine de pensées sans nom. Je n'étais pas sauvée. L'interrupteur d'un voyage sans retour venait d'être enclenché. Le lendemain, je me suis réveillée dans un silence de mort. Le grincement du ventilateur, l'odeur d'encens qui imprégnait les draps, tout avait disparu. À la place, il y avait une odeur complètement différente. Pas désagréable, mais une odeur piquante de tisane qui se mêlait à l'air humide, comme si l'âme de la pièce avait changé. Alors que j'essayais d'estimer l'heure, on frappa vivement à la porte. Ce n'était pas un toc-toc poli, mais des coups qui sonnaient comme une convocation. « Tu es réveillé ? Descends au salon. J'ai à te parler. » Sa voix n'était pas forte, mais son ton n'admettait aucune contestation. Isabelle Moreau n'avait pas besoin de crier. La manière dont elle terminait ses phrases suffisait à comprendre que ce n'était pas une suggestion. Je me suis levée à la hâte. Sans même me laver le visage, je suis descendue au salon. Les lumières étaient vivement allumées et elle était assise sur le canapé. Vêtue d'une robe bleu marine, les cheveux relevés en un chignon haut, elle était assise droite comme un piquet, les bras croisés. Sur la table, de la vapeur s'échappait d'une théière blanche. L'odeur de tisane que j'avais sentie venait de là. Avant même que je puisse la saluer, elle a fait glisser une feuille de papier A4, rayée comme un emploi du temps, devant moi. « Lis ça. Ce sont les règles de base pour commencer ton nouveau rôle dans cette maison. » Je me suis assis et j'ai lu la première ligne. Lever à 6h00. Ne pas sortir de la maison sans permission. Ne pas appeler sa famille sans demander. Suivre le régime alimentaire imposé. Ne pas avoir de comportement allant à l'encontre des habitudes établies. Je levai la tête et demandai lentement. Je dois aussi demander la permission pour appeler ma mère? Une lueur froide, qu'elle ne cherchait même pas à cacher, traversa les yeux d'Isabelle Moreau. C'est exact. Depuis hier, tu n'es plus simplement un fils. Tu es mon mari et tu es mon homme, vivant dans ma maison. Je ne savais pas si je devais rire ou me taire, mais à ce moment-là, je sentis une sensation glaciale se répandre de ma nuque le long de ma colonne vertébrale. J'ai hoché la tête par réflexe d'autodéfense. Alors que je m'adossais à ma chaise, son regard se tourna soudainement vers le mur derrière moi. Je suivis son regard. Un grand cadre y était accroché en silence. Sur la photo, un homme d'une 50aine d'années, en costume gris, se tenait à côté d'Isabelle Moreau, qui portait une robe de soirée en velours. Tous deux souriaient, mais les yeux de l'homme ne souriaient pas. « Mon ancien mari était un homme de principe, » dit-elle, comme si elle racontait une vieille histoire, tout en buvant une gorgée du liquide sombre de sa petite tasse. « Maintenant que tu prends sa suite, ne me déçois pas. » Je me mordis la lèvre. Non pas par esprit de rébellion, mais parce que je ne savais pas de quoi j'héritais. D'une vie de couple ou d'un programme préétabli, le petit déjeuner fut servi exactement à 7h, comme le stipulaient les règles. Ni pain, ni viennoiserie. Juste un gruau d'avoine fade, une assiette de légumes verts cuits à la vapeur et un verre d'eau. Chaque aliment était présenté dans un petit bol en céramique. Même les couverts étaient des baguettes en bois, stérilisées à l'eau bouillante et dont les extrémités étaient enveloppées de papier blanc. «
Tiens-toi droit et mange lentement. Ne parle pas en mâchant. Cody. Elle ne donnait pas d'ordre. Elle parlait d'un ton neutre, comme si elle expliquait un processus industriel. Je pris ma cuillère et baissai la tête. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais à monter dans ma chambre, elle m'a appelé. « Tu as oublié l'heure de la méditation? » Surprise, je regardai ma montre. 2:30. La méditation? Elle se tenait juste devant l'escalier, les bras croisés, la tête légèrement penchée. Il méditait tous les soirs de 20:30 à 20 et 1:00. Puisque tu es mon mari, il serait bon que tu perpétues cette habitude. Je ne savais pas comment réagir, mais lorsqu'elle m'a conduit au salon, a éteint toutes les lumières sauf une petite bougie, j'ai compris que plus rien de ce que je ferais ne serait pour moi. Sur la moquette dure, elle a placé une serviette pliée et m'a demandé de m'asseoir dessus, de redresser mon dos, de fermer les yeux et de compter mes respirations. J'ai fait ce qu'elle demandait, mais en moins de 3 minutes, mes jambes étaient engourdies et mon dos et mon cou me faisaient mal. Alors que je bougeais légèrement, elle a dit « J'ai tout vu. Tu as bougé 3 fois en 5 minutes. Concentre-toi. » Sa voix n'était pas agressive, mais elle suffisait à me glacer le sang. J'ai esquissé un sourire et dit à voix basse « Je ne suis pas encore habituée. »« Tu t'y habitueras avec le temps, » répondit-elle sans se retourner. 4 jours après ma nuit de noces, j'ai commencé à réaliser une chose. Le concept de naturel n'existait pas dans cette maison. Chaque repas, simple ou élaboré, avait son heure, son ordre et sa manière. De la façon de monter les escaliers à celle d'ouvrir une porte, chaque action était définie par Isabelle Moreau comme étant la bonne façon de faire. Je n'avais même pas l'occasion de contester. Non pas que je n'osais pas, mais chaque objection potentielle était bloquée par son regard. Ses yeux n'étaient ni méchants ni furieux, mais ils étaient comme un cadenas qui verrouillait toutes les questions avant même qu'elles ne soient formulées. Et la 5e nuit, quelque chose qui sortait du cadre auquel je pensais m'être habituée s'est produit. Ce jour-là, il pleuvait une fine bruine et il faisait froid. Après la séance de méditation du soir, alors que je m'apprêtais à me lever, elle m'a appelé. « Assieds-toi. Ce n'est pas fini. » Je me suis retournée sans un mot. Elle est allée à la cuisine, a versé de l'eau chaude dans un verre et a posé sur la table une petite pilule jaune, enveloppée dans un papier fin et transparent. Elle ressemblait à ce que j'avais déjà vu dans des herboristeries. « Bois ça. C'est un remède spécial pour renforcer ton énergie vitale. Fait sur commande. » Je regardais la pilule. Une légère odeur de plante s'en dégageait. Ni piquante, ni forte, juste une pure odeur de remède. « Quel genre de remède ?» demandai-je à voix basse pour ne pas paraître agressif. « Un remède précieux. Ce n'est pas du poison, ne t'inquiète pas. » Elle me jeta un coup d'œil et esquissa un sourire. « Je ne te ferai pas de mal. Sois tranquille. » Ces mots se voulaient rassurants, mais pour moi, ils sonnaient comme un avertissement déguisé en douceur. Je pris la pilule et l'examinai de plus près. Pas de nom, pas de marque. Ayant eu quelques notions de pharmacologie au lycée, je savais qu'il existait de nombreux compléments alimentaires sans emballage, mais la forme de celle-ci et la manière dont on me la présentait semblaient différentes d'un médicament ordinaire. J'ai hésité, mais j'ai fini par avaler la pilule. Non pas par confiance, c'était parce que je ne voulais pas créer de conflit alors que mon père était toujours malade et que ma mère commençait à peine à se remettre de la montagne de dettes. Au pire, ce sera mauvais pour mon foie, me suis-je dit. Si je n'ai pas de réaction particulière, ça ira. Je me suis rassurée et j'ai avalé le comprimé avec une gorgée d'eau. Je pensais que ce serait un événement unique. Mais je me trompais. Le lendemain soir, à la même heure, le même verre et la même pilule jaune sont réapparus. Elle l'a posé devant moi sans un mot et s'est détournée. Le 3e jour, le 4e jour, le rituel s'est répété sans 1 minute de décalage. Chaque fois, j'avalais le médicament en silence, mais le 5e jour, je n'ai plus pu le supporter. « Dites !» J'ai pris la parole au moment où je prenais la pilule. « Ça fait plusieurs jours que j'en prends, pouvez-vous me dire honnêtement ce que c'est ?» Elle tourna la tête. Son regard n'était plus doux. « Tu en prends depuis plusieurs jours? Et c'est maintenant que tu poses la question? Ou tu as peur que j'y ai mis du poison ?» Je n'ai pas répondu, mais elle n'attendait pas ma réponse. Elle s'est approchée et a poussé la pilule un peu plus vers moi. Ses doigts ont touché le bord du verre, se sont arrêtés, puis elle a prononcé une phrase, légère comme le vent mais lourde comme une pierre. « Si tu penses que ta famille est saine et sauve jusqu'à présent uniquement grâce à ma générosité, tu ferais mieux de continuer à la prendre. » J'ai regardé la pilule, puis son visage, puis j'ai porté la pilule à ma bouche et je l'ai avalée. Ce n'était pas par confiance.
C'était parce que je n'avais pas la force de ramener ma famille à la case départ. Le lendemain matin, j'étais en train de nettoyer la table. C'était une tâche qu'Isabelle Moreau m'avait confiée depuis notre mariage. C'est alors que la femme de ménage, qui travaillait pour la maison depuis longtemps, est apparue. Madame Sylvie était une femme silencieuse, qui gardait toujours la tête baissée et semblait indifférente à tout. Mais aujourd'hui, en me voyant tenir le flacon contenant les pilules jaunes familières, elle a arrêté ce qu'elle faisait et a levé la tête. « Monsieur, ça fait longtemps que vous prenez ça ?» Sa voix était un murmure, mais ses mots étaient clairs. J'étais surpris, car elle ne m'avait jamais posé de questions personnelles. « Quelques jours. Madame dit que c'est un fortifiant. » J'ai répondu en reposant le flacon à sa place. Madame Sylvie a légèrement hoché la tête, mais sans quitter le flacon des yeux. Un instant, quelque chose a traversé son regard. Pas de la peur, mais une sorte d'hésitation, comme si elle ne pouvait pas parler. Puis, presque inconsciemment, d'une voix à peine audible, elle a lâché. L'ancien patron en prenait aussi, si scrupuleusement. J'ai tressailli. L'ancien patron? Vous voulez dire le premier mari de Madame Moreau? La femme de ménage a ouvert la bouche pour répondre. Mais à ce moment précis, le bruit de talons claquant sur les marches s'est fait entendre, suivi de la voix d'Isabelle Moreau. Ce matin, c'est lait d'amande. Change-toi et descends manger. Taïen. Immédiatement, Madame Sylvie a baissé la tête et n'a plus dit un mot. Faisant semblant de nettoyer un endroit déjà propre, elle s'est éclipsée. Je suis restée là. Ma main était toujours posée sur le flacon de pilule. Une fissure, petite mais nette et bien réelle, commençait à se former dans mon esprit. Je pensais que ce qui épuisait les gens, c'était la pression de la vie, les problèmes d'argent ou la maladie, mais en vivant dans cette maison, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui rongeait une personne plus rapidement que la maladie. C'était la surveillance et la pression, justifiées au nom de la famille. Ce matin-là, je prenais mon petit déjeuner habituel, un gruau fade, quand Isabelle Moreau m'a appelé de l'étage. Mais une chemise blanche. On a des invités aujourd'hui. Tiens, j'étais surpris. Invité était un mot presque effacé du dictionnaire de cette maison. C'était la première fois depuis que j'y avais mis les pieds. Je me suis dépêchée de me changer. Je n'ai pas oublié de baisser mes manches pour cacher des taches rouges sur mes bras, dont j'ignorais l'origine. Quand je suis descendue au salon, 4 inconnus étaient assis sur le canapé, aussi à l'aise que s'ils étaient chez eux. Une femme d'une 50aine d'années avec des colliers en or, un homme à la chemise à carreaux, ventripote et à la voix forte, et 2 jeunes femmes, probablement des nièces éloignées, qui ne regardaient que leur téléphone, mais me jetaient des coups d'œil, comme on observe un nouvel animal curieux dans un zoo. « Oh, alors c'est lui, le petit Léo !» lança la femme aux bijoux d'une voix perçante. « Il est vraiment jeune. Plus jeune que mes enfants, et j'ai entendu dire qu'il n'avait même pas fini ses études. » Avant que je puisse répondre, l'homme à la chemise à carreaux a enchaîné. « Les études, à quoi bon maintenant? En épousant notre Isabelle, il a tiré le gros lot. Au fait, tu assures un peu, ces derniers temps ?» L'homme a insisté sur le mot « assurer », avec un clin d'œil lourd de sens. J'ai souri maladroitement, en serrant le bas de mon pantalon. Je ne comprenais pas d'où venait le droit de s'enquérir des affaires de chambre des autres, en plein jour, sous couvert d'intérêt. Notre Isabelle a vraiment le chic. Un jeune homme, c'est facile à dresser. Il n'oserait même pas la contredire, a dit l'une des nièces, en levant les yeux de son téléphone pour me regarder. Je me suis mordu la lèvre sans répondre, mais la phrase suivante m'a glacé le sang. C'est vrai que l'ancien, Madame s'occupait aussi très bien de lui. Mais il avait le cœur fragile, il n'a pas supporté. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. À cet instant, la main d'Isabelle Moreau, qui servait le thé, s'est très brièvement immobilisée. Mais elle a rapidement posé la théière et a souri légèrement. Chacun a son destin. On ne peut jamais savoir qui est fort ou faible. Certains ont l'air en pleine forme et partent d'un coup. Personne n'a remarqué mon regard. Je fixais sa main qui tenait la tasse. « Votre ancien mari est décédé parce qu'il avait le cœur fragile ?» ai-je demandé brusquement, incapable de cacher mon soupçon. C'était une maladie chronique. Personne ne peut y échapper. Elle m'a fusillé du regard, un regard aussi acéré qu'une lame de rasoir. « Pourquoi? Tu veux en savoir plus ?» Je n'ai pas répondu, mais mon esprit tournait plus vite que jamais. Les pilules jaunes, la méditation forcée, la nourriture fade qui anesthésiait les papilles, et le regard suspect de la femme de ménage quelques jours plus tôt. Tout s'entrechoquait dans ma tête. La conversation a duré encore près d'1 heure. Ce n'était qu'un flot de piques et de plaisanteries qui me traitaient comme un objet d'exposition dans cette maison.
Quand les invités sont partis, je suis allée au salon pour débarrasser les tasses, comme pour éviter le regard d'Isabelle Moreau. C'est là que je l'ai vue. Sous un vieux magazine médical oublié sur une table près du mur, se trouvait une liasse de papier corné. La couverture était froissée, mais la première ligne était lisible. Dossier médical. Jean-Pierre Martel. Le nom de l'ancien mari d'Isabelle Moreau. Je ne sais pas ce qui a guidé ma main. L'instinct? Ou une impulsion subconsciente qui tentait désespérément de reconstituer le puzzle de mes doutes encore informes? La première page montrait des relevés de tension artérielle. La plupart étaient au-dessus de la normale. La deuxième page contenait l'information cruciale. Insuffisance myocardique, début d'insuffisance cardiaque stade 2. Il est recommandé d'éviter toute activité physique prolongée ou excessive durant la période de convalescence. Il est recommandé l'utilisation de stimulants du système circulatoire sans prescription médicale est formellement interdite. Suivi trimestriel requis. J'ai lu et relu cette phrase, puis je me suis effondrée sur une chaise. Mes paumes étaient moites de sueur. Cette nuit-là, je ne pouvais plus attendre. Alors qu'Isabelle Moreau pliait des vêtements dans la chambre, je suis entrée et j'ai posé le dossier médical sur le bureau. Vous étiez au courant de son état, n'est-ce pas? Elle n'a pas arrêté ce qu'elle faisait. Elle ne m'a même pas regardée. Mais sa voix n'était plus légère. Tu essaies de m'interroger? Occupe-toi de tes affaires. Ne fouine pas là où tu ne devrais pas. Tease. Elle n'a pas haussé le ton, mais chaque syllabe sonnait comme le bruit d'un verrou que l'on ferme, bloquant toute question. Je me suis retournée, mais à cet instant, j'ai réalisé. Si je ne vérifiais pas tout ce que j'avais vu, le prochain à ne pas survivre, ce serait moi. Depuis que j'avais vu le dossier médical de Jean-Pierre Martel, mon esprit n'avait pas connu un seul instant de paix. J'ai essayé d'agir comme si je n'avais rien vu. Je continuais de méditer tous les soirs, d'avaler la pilule jaune une fois par jour, et de boire mon gruau et mon lait d'amande. Mais quelque chose était brisé. La vague croyance que je n'étais qu'un simple remplaçant s'était effondrée. Non, je vivais comme la copie d'un programme. Et l'original était déjà mort. 3 jours plus tard, j'ai menti à Isabelle Moreau en lui disant que je voulais passer un examen de santé pour préparer à nouveau le baccalauréat. Je savais qu'elle ne se souciait absolument pas de mes études, donc j'étais sûre qu'elle ne se méfierait pas. « Tu veux y aller seule? Ou je te fais appeler un chauffeur ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de son téléphone. « Non, je peux y aller seule. C'est tout près. C'est l'hôpital près de mon ancien lycée. » J'ai répondu d'une voix calme. « D'accord. Tant que tu prends bien tes médicaments. » Elle leva la tête et sourit d'un air moqueur. L'hôpital où je me suis rendue était celui où j'avais accompagné ma mère pour une échographie quelques années auparavant. Mais cette fois, ma cible était quelqu'un d'autre. Le docteur Lefebvre, un homme d'une 50aine d'années, taciturne mais réputé pour sa méticulosité. Il était le médecin de famille d'Isabelle Moreau. C'était un fait que j'avais appris en surprenant une de ses conversations avec la femme de ménage. Après la prise de sang et la mesure de ma tension, j'ai attendu devant son cabinet. Une fois que j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'infirmière à proximité, j'ai dit à voix très basse, « Docteur, par hasard, est-ce que vous avez déjà soigné Monsieur Jean-Pierre Martel, l'ancien mari de Madame Moreau ?» Le docteur Lefebvre a tressailli. Pourquoi cette question? J'ai baissé la voix et les regardé droit dans les yeux. Mes paumes étaient déjà trempées de sueur, mais j'essayais de garder mon calme. Je suis le mari actuel de Madame Moreau, et j'ai quelques doutes sur les médicaments que je prends actuellement et sur la mort de Monsieur Martel. Le médecin m'a regardé pendant quelques secondes, puis a poussé un long et lent soupir. Je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais ce que je conseillais toujours à Monsieur Martel, c'était de réduire la fréquence de ses rapports conjugaux. Il avait une pathologie cardiaque congénitale. S'il abusait des stimulants pour la virilité, son cœur ne pouvait que subir une surcharge. Mais peu importe combien je l'ai mis en garde, ça n'a servi à rien. Madame Moreau n'avait aucune intention de ralentir, et lui n'arrivait pas à refuser. En entendant ces mots, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'étranglait. Toutes les pièces éparpillées du puzzle se sont assemblées en un instant. Cet après-midi-là, je ne suis pas rentrée directement à la maison. Je suis restée assis sur un banc de parc pendant plus d'1 heure, sans bouger. Pour calmer la sensation de marteau qui frappait dans ma tête, le soir, en rentrant, je suis allée directement dans ma chambre sans un mot. J'ai sorti le vieux dossier médical que j'avais trouvé quelques jours plus tôt et je l'ai posé sur le bureau. Je savais qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Isabelle Moreau était devant son miroir, en train d'appliquer une crème de nuit. J'ai posé le dossier sur son bureau, ni doucement, ni avec force. Elle m'a jeté un coup d'œil dans le miroir, puis s'est retournée. «
Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez que je finisse comme lui? Qu'est-ce que tu racontes? Elle a ricané, mais son regard n'était plus doux. Au lieu de répondre, j'ai poussé le dossier vers elle. Sur la première page, une note était attachée avec un petit trombone. Interdiction d'activité physique intense. Et la phrase « Interdiction d'utilisation de stimulants du système circulatoire » était soulignée en gras. J'ai vu le docteur Lefebvre. À ces mots, le sourire a disparu de son visage. Vous étiez au courant de son état. Vous ne pouviez pas ne pas savoir. C'est toi qui es trop sensible, a-t-elle dit en se redressant, la voix plus forte. Je voulais juste que tu ne me quittes pas, comme il l'a fait. Je l'ai regardé. Pour la première fois, je n'avais ni peur ni envie de fuir. Seule une sensation très claire subsistait. J'étais face à une femme qui ne tolérerait jamais de perdre le contrôle. Il ne vous a pas quitté. Il est mort. J'ai articulé chaque syllabe, ma voix dure comme de l'acier. Et vous avez laissé faire, uniquement pour votre propre désir. Tais-toi, a-t-elle crié, le visage passant du rouge au blanc. Tu crois que je le voulais? Tu crois que je voulais voir un lit vide en me réveillant chaque matin? J'ai tout fait pour protéger mon mari? Je me suis levée. La colère montait en moi, mais je l'ai réprimée, car j'avais besoin de plus de preuves pour faire ce qui était juste. Alors que je me retournais pour partir, elle m'a lancé une phrase, froide comme la mort, dans le dos. Si tu n'as pas le courage, fais tes valises et dégage. Mais n'oublie pas que dès que tu franchiras la porte de cette maison, les dettes de ta famille repartiront de zéro. Cette nuit-là, j'ai passé une nuit blanche. Pas de peur. C'était parce que j'avais vu le vrai visage de la personne qui avait sauvé ma famille, et je savais qu'il était temps de contre-attaquer. Pas par des disputes, ni par la fuite, mais par la loi. Après des mois de mariage, j'ai commencé à sentir clairement que ce qui changeait le plus vite, ce n'était pas ma vie, mais mon corps. Au début, c'était des signaux discrets. Un léger vertige en me levant du lit le matin. Je devais m'arrêter au milieu du jardin pour reprendre mon souffle en marchant la dizaine de mètres entre le portail et la maison. Chaque nuit, après la méditation, en m'allongeant, je sentais une oppression dans ma poitrine. Je ne savais pas si c'était la fatigue ou quelque chose qui me serrait de l'intérieur. Je n'ai rien dit. J'avais peur de surréagir, et je savais très bien que même si j'ouvrais la bouche, je n'obtiendrais qu'une conclusion préparée d'avance et un regard agacé. Et ce qui s'est passé ce mercredi matin-là a été le coup de grâce. Le ciel était encore gris à cause de la pluie qui était tombée toute la nuit. Isabelle Moreau était descendue à la salle à manger très tôt. Vêtue d'un survêtement sombre, les cheveux attachés en une queue de cheval haute, elle tenait un verre d'eau citronnée. Changement de programme aujourd'hui. 20 minutes de jogging dans le jardin. Si tu ne veux pas devenir comme lui, tu dois commencer par adopter ses habitudes. Elle a posé son verre sans même me demander mon avis. J'ai levé la tête de mon bol de porridge blanc. Avant que je puisse réagir, elle m'a tourné le dos et est sortie. Je ne voulais pas m'opposer, mais je ne voulais pas non plus continuer à me taire. Je me suis changée et je suis sortie dans le jardin. La pluie venait de cesser, le sol était détrempé et le vent était froid. Je me suis légèrement échauffée et j'ai commencé à courir. Le premier tour s'est bien passé. Au deuxième, mes genoux ont commencé à me faire mal. Au troisième, ma vue s'est brouillée et ma poitrine me brûlait. Mon cœur battait la chamade, comme un tambour. Au quatrième tour, mes jambes ont flanché, comme si quelqu'un me tirait depuis le sol. Je me suis effondrée sur le perron, à bout de souffle. Isabelle Moreau est sortie de la maison. Elle s'est arrêtée à environ 3 mètres de moi, les bras croisés, me regardant sans une once d'inquiétude. « Tu es déjà épuisée après si peu? Pourquoi un jeune comme toi est-il si faible? » J'ai essayé de reprendre mon souffle, le torse penché, mais mes poumons semblaient incapables de contenir l'air. Ce ne serait pas à cause des pilules? Je me sens bizarrement fatiguée ces derniers temps. Je ne dors pas bien. Mon cœur palpite souvent et je suis essoufflée. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle s'est approchée, a posé son verre d'eau citronnée sur la margelle et s'est assise à côté de moi, à une distance d'un bras. Puis, me regardant, elle a dit lentement mais froidement « J'ai commandé ces pilules spécialement à quelqu'un que je connais. Il n'y a que de bons ingrédients. Tous les autres qui en ont pris se sont sentis mieux. Tu es le seul à te plaindre. Alors peu. Être que ça ne convient pas à mon métabolisme. Pourriez-vous redemander au vendeur? » Elle m'a coupé la parole. Sa voix n'était pas forte, mais chaque syllabe était distincte. Pas besoin de redemander. Je le sais, j'en prenais avec lui avant. Il n'y a aucun problème avec les pilules. S'il y a un problème,
Il vient de toi. Tu n'as jamais fait de sport correctement, tu as vécu n'importe comment, alors au moindre effort, tu rejettes la faute sur les médicaments, n'est-ce pas? Je suis resté silencieux. Non pas que j'étais d'accord. C'est parce que j'ai compris que ce n'était plus un dialogue. C'était un procès où j'étais l'accusé, déjà jugé coupable. Je suis resté assis là encore 10 minutes. Le vent froid soufflait dans mon dos, ma sueur n'avait pas encore séché, ma poitrine était toujours lourde. Ce n'était pas à cause de l'effort. C'était à cause d'un sentiment très clair. Je suis en train d'être poussé vers un précipice. Et je ne sais pas où se trouve la fin. Ce jour-là, le ciel était gris dès le matin. Une brune fine tombait sans relâche, effleurant les vieilles tuiles. C'était comme le présage d'une fatigue sans nom. Isabelle Moreau est partie pour un déplacement professionnel d'une journée, me laissant avec une simple consigne « N'oublie pas de prendre tes pilules à l'heure ». J'ai hoché la tête sans réagir, mais mon cœur était un peu plus léger. C'était comme si son absence seule fluidifiait l'air de la maison. Les jours de liberté totale comme celui-ci étaient rares, même si ce n'était qu'une liberté psychologique. Mais ce soulagement n'a pas duré jusqu'à l'après-midi. Vers 15 heures, une douleur sourde a commencé à se faire sentir dans ma nuque et mes épaules. Ma vue était trouble, ma respiration courte, et mon cœur battait anormalement vite. Ce n'était pas la simple fatigue d'un manque de sommeil. C'était un épuisement extrême qui semblait s'infiltrer jusqu'à la moelle de mes os. J'ai titubé jusqu'à la cuisine et je me suis affalée sur une chaise. Le verre d'eau sur la table tremblait légèrement au rythme de ma main. En posant la main sur mon front, j'ai été surpris de le trouver glacial. La vieille femme de ménage, Madame Sylvie, qui servait Isabelle Moreau depuis plus de 10 ans, est sortie de la buanderie. En me voyant, elle s'est arrêtée quelques secondes, puis s'est approchée silencieusement. Elle a posé une main légère sur moi, comme si elle touchait un objet fragile. « Monsieur, ça fait combien de temps que vous prenez ces pilules ?» J'ai levé la tête. Il n'y avait pas de curiosité dans les yeux de la femme de ménage, juste un mélange d'inquiétude et d'avertissement. Plus de 2 mois. Une par nuit. Madame dit que c'est un fortifiant. » Elle n'a pas répondu tout de suite. Jetant un regard rapide vers la porte, elle s'est penchée davantage et a dit d'une voix rauque, l'ancien patron prenait aussi ses pilules si scrupuleusement. Une par nuit, tous les jours. Au début, il semblait avoir l'esprit plus clair et plus d'énergie. Mais petit à petit, son corps s'est affaibli. Ses yeux sont devenus cernés, son corps n'avait plus de force. Quand je l'ai averti, il était déjà trop tard. Elle a ravalé ses derniers mots comme une pierre. La femme de ménage s'est redressée, a essuyé ses mains sur son tablier et s'est éclipsée. Je suis restée immobile. J'ai serré le bord de la table avec mes doigts. J'ai entendu un déclic dans ma tête. Les paroles de la femme de ménage n'étaient pas une coïncidence. C'était la charnière qui ouvrait la porte de tous les doutes que j'avais refoulés depuis si longtemps. Cette nuit-là, je n'ai pas pris la pilule. Je l'ai mise dans la poche de ma veste et, dès le lendemain matin, je me suis dirigée vers mon ancien quartier. Il y avait là une pharmacie où j'étais allée plusieurs fois pour acheter des médicaments pour mon père. Le pharmacien, Monsieur Dubois, était réputé dans le quartier pour sa compétence. Je croyais qu'il avait plus d'expérience que la simple vente de médicaments. Je ne suis pas passée par 4 chemins et je lui ai tendu la pilule. « Monsieur le pharmacien, pourriez-vous examiner ceci? Est-ce que ça pourrait causer de la fatigue si on en prend longtemps? J'en prends depuis plus de 2 mois et mon corps est très bizarre. » Monsieur Dubois a regardé la pilule un instant, puis l'a emmenée dans son arrière-boutique. J'ai attendu dehors, anxieux. Mon cœur battait de manière irrégulière. C'était dû à la tension, mais c'était aussi un symptôme auquel j'étais désormais habituée. 30 minutes plus tard, il est revenu avec une feuille de papier imprimée par un analyseur. Ce n'est pas un médicament courant. C'est un stimulant circulatoire et un tonique contenant des nitrates. Il y a aussi du ginseng rouge à haute concentration, une grande quantité de caféine et une substance qui accélère le métabolisme pour augmenter l'absorption du sang vers le cœur. Je sentais chaque mot tomber sur mon corps. Il a poursuivi. Pour une personne fatiguée ou affaiblie, une prise à court terme peut être très efficace. Mais si une personne jeune et en bonne santé, surtout à votre âge, en prend régulièrement, des effets secondaires apparaissent. Ça peut provoquer de l'insomnie, de l'arythmie, et à long terme, ça peut affecter la fonction surrénale et provoquer un affaiblissement des organes internes. J'ai hoché la tête en silence. J'avais la gorge nouée. Le tableau était devenu parfaitement clair. Dès mon retour à la maison, je suis allée directement dans la chambre d'Isabelle Moreau. Je savais exactement ce que je devais faire.
Dans la table de chevet d'où elle sortait la pilule chaque soir, j'ai trouvé une boîte de médicaments noirs, sans marque. Mais sur le côté, un autocollant portait l'inscription « Préparation personnalisée pour Madame Isabelle Moreau. Distribution commerciale interdite ». J'ai regardé ces mots comme si je lisais une confession. Elle savait. Elle savait que ce médicament n'était pas pour une personne en bonne santé. Et tout en sachant mieux que quiconque que son ancien mari souffrait d'une maladie cardiaque, elle lui a fait prendre ce médicament continuellement. Et maintenant, c'était mon tour. J'ai mis les pilules restantes et la boîte dans une enveloppe en papier craft et je les ai cachées au plus profond d'une étagère. Je savais que je ne pouvais plus me taire, mais pour contre-attaquer, il fallait être sûr. Il ne s'agissait pas simplement de gagner, mais de la mettre dans une situation où elle ne pourrait même pas trouver d'excuses. Même après avoir découvert la véritable nature du médicament, j'ai continué, comme une machine programmée, à méditer tous les soirs, à prendre mon petit déjeuner à heure fixe et à accepter la pilule jaune d'Isabelle Moreau. Mais je ne l'avalais plus. Je faisais semblant de la mettre dans ma bouche, et dès qu'elle se retournait, je la recrachais discrètement dans un mouchoir et la conservais dans une petite boîte en velours. Cette boîte était enfermée à double tour, au fond du tiroir de mon bureau, comme s'il s'agissait de ma propre vie. Une semaine plus tard, je me suis rendue au bureau de Maître Leclerc, l'avocat qui avait aidé mon oncle dans un litige foncier l'année dernière. Sans un mot superflu, j'ai ouvert ma mallette et j'ai tout posé sur son bureau. « Maître, veuillez examiner ceci. Si je décide d'intenter une action en justice, est-ce que ces preuves sont suffisantes ?» Maître Leclerc a examiné les documents un par un. Son regard froid s'est attardé plus longuement sur l'inscription « Distribution commerciale interdite ». Un médicament personnalisé de source inconnue, un utilisateur avec une pathologie préexistante et un fournisseur qui a déjà été témoin des conséquences. C'est une base suffisante pour suspecter une intention. Dites-le-moi directement. Peut-on la poursuivre? Maître Leclerc a hoché lourdement la tête. Selon le code pénal, cet acte peut être qualifié de coup et blessure volontaire ou d'atteinte à la santé. Même si le préjudice n'est pas encore constitué, si nous prouvons qu'elle vous a fait prendre ce médicament de manière continue en connaissant clairement les effets secondaires, une mise en examen est tout à fait possible. Je fixai les pilules posées sur la table en verre. Mon cœur était glacé. D'une voix rauque, j'ai dit « Je ne souhaite pas la voir aller en prison. Mais je veux lui faire comprendre clairement que je ne suis pas un idiot qui doit la remercier en baissant la tête tout en étant exploité chaque jour. » Je ne savais pas que cette petite pilule serait l'étincelle qui mettrait le feu à tout le système d'hypocrisie bâti sur l'argent, le pouvoir et le silence. Mais une fois les flammes allumées, je n'avais d'autre choix que de les laisser tout consumer, y compris ce rôle de mari acheté à crédit, en même temps que cette hypocrisie. Maître Leclerc a été le premier à recevoir la liasse de documents que j'avais préparés. Sans fioriture, sans une plainte, je n'ai dit qu'une seule chose, soumettez ceci aux procureurs et aux enquêteurs. Je veux gagner de manière certaine, plus que de manière rapide. Il n'a pas répondu tout de suite, mais j'ai vu une lueur distincte dans ses yeux, ceux d'un homme qui a traversé d'innombrables procès. C'était une lueur de logique, de preuve et de confiance envers un jeune de 10 à 9 ans qui, au lieu de pleurer, avait soudainement appris à déverser sa faiblesse avec un stylo. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai envoyé une copie des documents à l'Agence régionale de santé pour une analyse de la composition du médicament. Cette même pilule jaune qui était apparue devant mes yeux pendant 2 mois, ce fortifiant qui entrait dans ma bouche chaque nuit, accompagné d'un regard faussement affectueux. Si la justice existait, elle devait reposer sur un rapport de laboratoire, pas sur une table de salle à manger ou dans une chambre à coucher. Mais l'étape la plus difficile se trouvait en dehors de la procédure légale. Grâce à de vieux documents funéraires, j'ai trouvé l'adresse du frère de l'ancien mari d'Isabelle Moreau, une petite maison en périphérie de la ville. Le seul lien de sang avec le nom qui se trouvait dans le cadre sur ma table de chevet. J'ai envoyé une copie de l'ensemble du dossier, sans nom, sans explication, avec seulement un mot écrit à la main. Je pense qu'il mérite de savoir clairement pourquoi il n'a pas pu raconter son histoire avant de mourir. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était la voix rauque et fatiguée d'un homme âgé, mais chaque syllabe était claire. « C'est vous le jeune homme qui vit avec Isabelle ?» J'ai répondu calmement et brièvement. « Oui, mais je pense que ça ne durera pas. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, suivi d'un très long soupir. La mort de mon frère, toute notre famille avait des doutes, mais nous n'avions aucune preuve. Cette femme est trop rusée,
trop douée pour échapper à ses responsabilités. Je ne l'ai pas interrompue. Je savais que certaines douleurs n'ont besoin que d'être exprimées, sans nécessiter la réaction d'autrui. Merci. Pas pour le procès, mais simplement parce que quelqu'un se range enfin du côté de mon frère. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient encore, mais mon cœur n'était plus froid. Une semaine plus tard, le premier article est sorti. Une célèbre femme d'affaires poursuivie pour avoir forcé son jeune mari à consommer des stimulants dangereux. Le nom n'était pas mentionné, mais quiconque vivait dans le quartier savait que la photo était celle d'Isabelle Moreau. Sur la photo, prise lors d'un gala de charité, elle portait une robe rouge et souriait avec élégance. Mais maintenant, cette photo était coincée entre les mots « mise en examen ». Je n'ai pas partagé l'article, ni n'en ai parlé à personne. Mais j'ai senti quelque chose en moi, comme les dernières chaînes qui me retenaient, se briser d'elles-mêmes. Isabelle Moreau a disparu des réseaux sociaux. Ses amis ne venaient plus à la maison. Les associations caritatives ont retiré sa photo de la liste de leurs donateurs. Les gens qui lui servaient du champagne lors des soirées d'inauguration se passaient maintenant l'article en chuchotant. Mon Dieu, elle faisait semblant d'être si élégante, mais regardez comment elle vit. J'avais entendu une fois Isabelle Moreau dire qu'une femme vit à travers le regard des autres. Maintenant, ces mêmes regards déchiraient en morceaux la réputation qu'elle avait mis tant de soin à construire. 3 semaines plus tard, les résultats officiels de l'expertise sont arrivés dans une enveloppe scellée. Accompagnés d'un document officiel des autorités, des phrases froides imprimées en gras confirmaient qu'Isabelle Moreau était parfaitement consciente des antécédents de maladies cardiovasculaires de son ancien mari. En tant qu'épouse et plus proche protectrice, il était impossible qu'elle ignore qu'il devait absolument éviter toute stimulation physique. Mais loin de l'éviter, elle a délibérément commandé un médicament spécial, sans marque, sans prescription médicale, sans certification, ni notice d'utilisation. Il s'est avéré que ce médicament contenait des niveaux dangereusement élevés de nitrate et de caféine. Selon les résultats de l'expertise, si une personne en bonne santé prenait ce médicament de manière continue pendant plus de 2 mois, cela pouvait entraîner une arythmie, une insomnie chronique, une insuffisance surrénale et même, à long terme, des dommages cardiovasculaires. Tous les effets secondaires et les réactions biologiques que j'avais endurées en silence étaient énumérés point par point, comme des lames de couteau qui déchiquetaient l'excuse qu'elle avait utilisée jusqu'au bout. « Je ne te ferai pas de mal ». Isabelle Moreau savait. Elle savait très bien que ce médicament ne devait absolument pas être utilisé, mais elle me l'a fait prendre chaque jour pour une seule et unique raison, pour que j'aie assez de force pour la satisfaire chaque nuit, pour qu'avec tous les objets de la boîte noire de sa table de chevet, je la plonge dans l'extase. L'amour, l'attention, rien de tout cela n'était nécessaire. Ce qu'elle voulait, c'était seulement un homme toujours en forme et prêt à satisfaire ses propres besoins sexuels, obsessionnellement élevés. Quand son ancien mari n'a pas tenu, elle a trouvé un nouvel homme. Et quand cet homme s'est épuisé, elle a augmenté la dose du médicament. Tout cela pour satisfaire un désir pathologique déguisé sous le nom de couple. Je n'étais pas la première victime et j'ai failli ne pas être le dernier survivant. Les éléments constitutifs de l'infraction étant suffisants, l'affaire a été qualifiée de coup et blessure volontaire. Le verdict a été d'1 an de prison avec sursis, le dédommagement de tous les frais de traitement et une mise à l'épreuve de 12 mois à compter de la date du jugement. Isabelle Moreau n'est pas allée en prison. Oui, cela peut sembler léger. 1 an avec sursis, quelques dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts, 12 mois de mise à l'épreuve. Pour quelqu'un qui possédait de nombreux biens immobiliers, une entreprise de matériaux et qui finançait des œuvres de charité, une telle sanction peut paraître dérisoire. Mais seul quelqu'un comme moi, la partie concernée, sait que la plus grande punition qu'elle a reçue n'a pas été prononcée par un tribunal. Elle est venue du regard du monde. Les gens qui autrefois joignaient leurs mains et l'appelaient « Madame Moreau », d'une voix pleine de respect. Les amis qui se vantaient de leur sac de luxe en racontant combien elle donnait aux œuvres de charité. Maintenant, ils ont effacé son nom de la liste des donateurs sans aucun préavis. Les vieilles photos discrètement décrochées. Et les voisins qui, en la croisant, ne la saluent plus, mais la fixent longuement d'un regard mêlé de pitié et de mépris. Et pour moi, elle a perdu une chose de plus. Quelque chose d'inquantifiable, que ni l'argent ni un jugement ne peuvent mesurer, le droit de manipuler autrui. Le droit de me mettre une pilule dans la main chaque nuit, en souriant comme si elle prenait soin de moi.
le droit de m'observer alors que j'étais assis à une table dressée selon le régime de son mari décédé, le droit de me faire méditer comme un mort, de me faire vivre selon l'emploi du temps d'un fantôme sans nom, et le droit d'appeler cela de l'amour. Je pensais qu'elle était si forte que je devais endurer les yeux fermés, que je devais survivre en retenant mon souffle, mais tout ce pouvoir n'existait que lorsque je gardais le silence. Maintenant, elle est seule dans une maison vide, abandonnée même par sa femme de ménage. Les œuvres de charité lui ont tourné le dos, et les chuchotements résonnent de toutes parts comme un écho. Sa réputation est perdue, ses contacts avec ses amis sont coupés, et même ses affaires s'effondrent. Isabelle Moreau n'est pas en prison, mais je suis convaincue qu'elle vit dans une autre sorte de prison. Et cette fois, la clé de cette prison n'est pas entre ses mains. Un matin nuageux, je suis sortie du tribunal, tenant en main la décision de divorce et le jugement estampillé d'un sceau rouge. Les gens disaient que je devrais être heureux, mais je me sentais simplement léger, comme si je venais de me réveiller d'un rêve pesant de plusieurs tonnes. Ce rêve où chaque nuit était une succession de cette pilule et de caresses sans fin, et où chaque matin était une pièce de théâtre sans émotion. Devant le tribunal, quelques personnes attendaient un autre procès. Personne ne m'a regardé, personne ne savait que j'avais vécu plusieurs mois avec une femme capable d'empoisonner quelqu'un avec un sourire et une pilule. J'ai levé les yeux au ciel. Le soleil de ce jour-là n'était pas éblouissant, mais la lumière sur les marches en pierre rendait plus nette la frontière entre le compromis que j'avais autrefois appelé sacrifice et le prix à payer lorsque quelqu'un franchit les limites de la morale. J'ai remboursé la dette que ma mère avait portée toute sa vie, pas avec de l'argent, mais avec ma jeunesse et la douleur dans ma poitrine chaque matin. Mais la femme qui me considérait comme une marchandise a maintenant été jugée par la loi. Je ne raconte pas cette histoire pour attirer la pitié. Je la raconte pour avertir de ne pas utiliser autrui comme un outil pour ses propres désirs. Par solitude, par désir charnel, ou pour s'accrocher au sentiment d'être encore séduisant, n'obligez pas autrui à vivre selon vos besoins. Ne contrôlez pas, ne forcez pas, n'exploitez pas petit à petit sous prétexte d'amour, en appelant cela de l'attention. Isabelle Moreau a fait exactement cela, à moi et à son ancien mari. Et elle a failli tuer une autre personne pour satisfaire un désir égoïste et pathologique. L'amour n'est pas un lieu pour assouvir ses instincts. Personne n'a le droit de construire son bonheur sur la fatigue des autres. Maintenant, vous qui avez écouté jusqu'à cette dernière phrase. Si cette histoire a touché une partie de votre vie ou de vos émotions, laissez un commentaire ci-dessous. Votre pensée et votre regard m'intéressent sincèrement. Et si vous pensez que ce message mérite d'être partagé avec plus de gens, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. De plus, si vous souhaitez entendre plus d'histoires vraies que les gens n'osent pas raconter, des coins sombres de la vie, des murmures de la nuit profonde, alors, abonnez-vous à la chaîne Secrets du cœur et ne manquez pas la prochaine histoire. Votre simple clic est une force immense qui me permet de continuer à raconter ce que beaucoup n'osent pas dire.